Hello tout le monde, je m'appelle Grace Sonier, j'ai quitté la France pour m'installer au Cameroun et entreprendre à travers la société Yega. Donc, je crée cette chaîne YouTube pour recevoir des personnalités inspirantes qui vont m'aider et vous aider à pouvoir investir en Afrique en toute sérénité. Aujourd'hui à Douala, dans ce magnifique cadre de bistrot latin, je reçois Maître Gangé Gaël Loris. Bonjour maître, merci de nous faire l'honneur de votre présence. Alors on a un petit rituel pour un peu casser la glace et apprendre à se connaître. Alors, Afrique ou Afrique. Du débat, exactement. Ok. Couche-tard ou plutôt? Couche-tôt maintenant. Couche-tôt? Ok. Depuis peu, avant j'étais couche-tard. Avant j'étais insomniaque. Ah, donc je suis couche-tôt. Entrepreneuriat ou salariat? Entrepreneuriat. Et totalement. Vraiment, c'est pour la liberté et pour la capacité d'innover en fait dans ces pays. C'est important et c'est très important pour moi la liberté. J'aime le poisson. À toi le poisson est bon. Ok. Droit privé ou droit public? Droit privé? Oui, droit privé, c'est plus rentable. D'accord. Pour moi, c'est honnête. Oui, voilà. Talon ou basket? Talon. Tout le monde qui me connaît sait que je suis talon. Talon? Ok. Mais pour ça, donc, moi, c'est plus basket. À part quand j'ai fait l'honneur de rencontrer Maître. Netflix ou ciné? Netflix. Netflix? Ah oui, Netflix. J'étais une grande cinéphile, mais ces dernières années, j'ai pas trop l'occasion d'aller au cinéma. Donc, je suis plus Netflix. Et votre série préférée? Ma série préférée, c'est pas les séries en droit. Et une vieille série qui s'appelle Law and Order. Et j'aime bien aussi Boston Legal. Moi, j'aime les séries de droit. Moi, je pensais que vous alliez dire Murder. Non. Pas du tout. J'aime pas ces séries. Ah ouais? En fait, j'aime les séries qui sont assez réalistes au niveau de la pratique du droit. C'est-à-dire que, en fait, j'aime bien que quand on les regarde, pour un homme initié, puisse se poser des questions réalistes sur tout ce qui est droit. Donc, il y a certaines séries où, en fait, on s'inspire de la jurisprudence réelle et il y a d'autres un peu de la fiction. Donc, moi, quand je regarde, je préfère, en fait, me concentrer sur des séries qui s'inspirent de la jurisprudence. En fait, vous regardez avec l'œil du professionnel. Nous, on regarde avec l'œil du profane, ce qui nous démeut. Instagram ou YouTube? Instagram. Oui, parce que c'est plus rapide. J'ai un problème d'attention. D'accord. La vidéo sera sur YouTube, mais on vous mettra tous les liens pour aller sur le compte Instagram. Alors, je vous présente Maître Gaëlle Laurence, Gambé, camerounaise, titulaire d'un bac littéraire au Cameroun. Vous avez fait vos études universitaires en droit et en sociologie au Québec, avec le Non, et à l'université de Laval. Vous avez été à l'école du barreau au Canada. Et après de nombreux allers-retours entre le Canada et le Cameroun, vous avez finalement posé vos bagages à Douala. Vous êtes avocate, médiatrice et fondatrice du cabinet Ré et Associés et du mouvement Revenge Body. Donc, c'est un projet autour du lifestyle et du bien-être. Voilà. J'ai souhaité vraiment vous avoir à mon micro pour cette interview parce que vous créez du contenu que je trouve innovant, frais, sur un sujet un peu complexe. Et je suis un peu sur cette même dynamique dans ma profession qui est l'immobilier, la construction Cameroun, mais d'essayer de créer du contenu accessible au plus grand nombre. Oui. Et donc, c'est pour ça que je me suis dit que aussi bien nos disciplines que nos manières de les aborder sont similaires. Et c'est aussi intéressant que de vous avoir un niveau. Donc, il y a 3 sujets qui intéressent beaucoup les diasporas. Oui. L'immobilier, l'entrepreneuriat, oui, et le retour au pays. Alors, on va commencer par l'immobilier. Oui. Quelles sont les compétences d'une avocate en droit des affaires comme vous, oui, en matière immobilière? Donc, elles sont larges parce que
La première des choses que l'on fait en tant qu'avocat d'affaires dans le secteur immobilier, c'est la gestion d'affaires, la gestion du, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont à l'extérieur et qui ont des lieux et qui voudraient en fait les mettre en location et les gérer. Donc, ils peuvent avoir un cabinet d'avocats qui va rédiger comment dire, le contrat de bail et tous les mois, aller revenir le loyer. Et s'il y a des problèmes en termes de loyer, à ce moment-là, on pourra gérer des questions qui sont en lien avec l'expulsion ou bien des lettres de mise en demeure pour que le loyer, le locataire se mette en règle. Donc ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que dans beaucoup d'expatriés, en fait, peuvent se retrouver en fait avoir des opportunités d'achat de terrain, que ce soit à Douala ou à Kribi, comme c'est souvent le cas, et ils n'ont pas la possibilité de se déplacer. À ce moment-là, ils peuvent donner un mandat à un cabinet d'avocats pour les représenter en fait dans toutes les formalités qui sont en lien avec l'acquisition en fait d'un terrain ou d'un terrain immeuble. Donc, c'est-à-dire que faire des diligences raisonnables, aller en fait se rendre compte sur le terrain, si le terrain existe, si les papiers et éventuellement en fait élargir des protocoles d'accord entre les différents participants en fait, au projet. Et donc, c'est pour ça qu'il y a aussi des gens, ça nous est arrivé des clients qui viennent nous demander de l'aide parce qu'il y a beaucoup d'expatriés qui sont sur des projets de grande envergure, en fait, au Cameroun, que ce soit encore une fois à Douala ou à Crime. C'est surtout ça qu'on a, Douala ou Crime. Donc, des projets immobiliers. Il y avait quelqu'un qui était venu me voir pour un projet de complexe immobilier qui est en lien avec, qui est un peu comme Data en Côte d'Ivoire. Je ne connais pas très bien. Et aussi quelqu'un qui était venu me voir pour en fait acheter beaucoup de terrain et faire un projet rustique. Toujours à critique. Donc, à ce moment-là, tout ce que nous faisons, en fait, c'est que nous étudions le projet au point de vue juridique et au point de vue des autorisations, puisque les autorisations, et au niveau, en fait, des rapports avec les autres personnes, parce que souvent, ce sont les autres personnes qui vont leur dire. Donc, les protocoles d'accord avec les autres personnes, on essaie de gérer ça. Et aussi, on, on voit un peu le projet au niveau du financement, parce que souvent, on a des contacts dans les banques et maintenant, dans les fonds d'investissement, pour voir en fait comment ce projet peut être financé et globalement, on peut aussi, parce qu'on travaille avec des fiscalistes, essayer de voir l'impact fiscal de certains projets. Et aussi, il y a le côté ministériel. Ça, c'est au niveau des autorisations que je servis d'intermédiaire entre les différents ministères, bien les différentes instances. Rabanel est quand même assez large, de la gestion à la négociation financière, à la négociation ministérielle. Donc, je vois là, en fait, une profession un peu transverse sur la question immobilière. Maintenant, comment vous travaillez en lien avec des notaires, par exemple? Il y a souvent, en fait, des questions de succession, mais aussi de constitution de SCI, donc, pour la gestion du patrimoine immobilier. Donc, ça, c'est des questions qui se posent en ce moment. Donc, ce qu'on fait, c'est quoi? C'est que, nous, on rédige là-dessus. On fait des diligences et le notaire fait sa part. C'est-à-dire que c'est bien d'avoir un notaire et d'avoir un avocat si on n'est pas sur place. Donc, l'avocat va se représenter auprès du notaire pour suivre vos diligences, pour se rassurer que tout est fait. Et c'est qu'il y a des contrats, il y a des contrats de vente qui sont directement dirigés, rédigés par les notaires. Mais nous, à ce moment-là, on va venir, comme la coopération, on va venir se rassurer que tout est bien fait et bien dans ça. Et même en promesse de vente, bien contrat de vente, l'avocat et le notaire travaillent même dans la même. Donc, en fait, vous êtes un peu la lettre des yeux de la personne sur place auprès du notaire, par exemple. Maintenant, en cas de procédure, comment dire, irrégulière, oui, qui a la responsabilité si vous êtes notaire et avocat. Donc, c'est-à-dire que s'il y a un problème d'irrégularité dans le dossier et que, par exemple, moi, je suis en France, je vous donne une procuration, je suis auprès de tel notaire.
Oui. Et qu'il y a un problème dans mon dossier, ou une fausse signature, ou vraiment une irrégularité, qui a la responsabilité juridique de ça. Est-ce que c'est vous parce que vous faisiez une procuration et que vous devez le représenter légalement, ou est-ce que c'est le notaire? En fait, ça dépend d'abord qui a la responsabilité, c'est qui a commis l'action. Ça, c'est la première. La responsabilité est liée à l'action. Maintenant, par rapport à mon mandat, j'ai une obligation de moyens, mais j'ai quand même l'obligation, en fait, de compétences, de savoir ce que je fais et de vous guider comme il faut et de conseiller comme il faut. Donc, si tu as un mauvais conseil de ma part, c'est ma responsabilité, mais si c'est un mauvais plan volontaire, c'est sa responsabilité partagée. Quels sont les cas les plus fréquents que vous rencontrez en matière immobilière, les mauvaises pratiques peut-être que vous allez rencontrer et sur lesquelles vous pourriez éveiller nos auditeurs? Oui, c'est en fait ce qu'on trouve le plus en fait en général, c'est comment dire, c'est en termes de tout ce qui est titre foncier, double vente, c'est-à-dire que c'est des petites irrégularités au niveau de notre fonctionnement. C'est pour ça qu'il faut être très vigilant et connaître des personnes sur place pour pouvoir éviter de tomber dans les pièges. Il y a des gens qui vendent beaucoup de terrains à plusieurs personnes. Il y a des gens qui vendent des terrains inexistants. Donc, il faut vraiment faire la diligence. Je pense que c'est ce qu'on trouve le plus. Et après, au niveau des discussions, c'est comment en fait on se répartit les terrains et les immeubles qui ont été construits par nos parents, mes parents. Je trouve que c'est le cas de plus problématique. C'est-à-dire que oui, il y a des immeubles qui ont été conçus, mais maintenant, comment les gère et comment les diviser ici les ascendants se montent. Ça, c'est un problème. Et aussi, il y a une tendance nouvelle. C'est-à-dire que les personnes construisent sur des terrains qui ne leur appartiennent pas. Non, pas contre un peu de voilà. Parce qu'en fait, souvent, les personnes avec lesquelles ils traitent ne sont pas suffisamment à l'aise avec certaines pratiques du droit. Et donc, ça crée une situation un peu propre, vraiment incontournable. Donc, c'est vraiment ces situations qui reviennent le plus. Et après, il y a des situations où, voilà, des personnes occupent comment dire, des maisons et des terrains sans droit. Parce que ça, c'est la vie. C'est-à-dire qu'il y a une maison familiale, quelqu'un, il a plus de 25 ans, il considère que c'est sa maison. Et du jour au lendemain, quelqu'un, par exemple, qui est à l'extérieur, qui n'a pas voulu, en fait, s'occuper des choses du Cameroun, se lève et il te dit, bon, maintenant, il faut sortir. Et c'est pas seulement, en fait, dans la constitution africaine. C'est que tu vas dire à ton monde, pour gagner de l'argent, un endroit, parce qu'il vit là depuis 25 ans. Donc, c'est sa maison. Là, en 25 ans, ça a pris de la valeur. Celui qui s'en intéressait pas, il voit que c'est intéressant. Celui qui habite là, il voit aussi que c'est intéressant, même si il ne peut pas le vendre légalement. Mais il se dit, bon, moi, j'habite un endroit qui est intéressant. Est-ce que, alors, qu'est-ce que vous conseillez? Et c'est pareil pour les terrasses. C'est pareil pour les terrasses. C'est-à-dire qu'il y a des fois, en fait, quand vous achetez un terrain, mais vous ne le mettez pas en valeur. Donc, les voisins le mettent en valeur et des fois construisent dessus. Et au bout de 20, 30 ans, vous vous réveillez et vous demandez, en fait, est-ce que, est-ce que je peux, comment récupérer mon terrain? Et les gens me disent, je reste dessus. C'est très problématique. Et qu'est-ce que vous conseilleriez à quelqu'un qui est dans une famille, par exemple, qui est un père, par exemple, qui a plusieurs enfants, quoi faire de son vivant pour éviter que ses enfants d'avoir des problématiques? Parce que ça, c'est vraiment quelque chose de récurrent. On cache sous le tapis, on laisse sous le tapis des situations, on sent que ça va été un jour, excusez-moi l'expression, mais qu'un jour ça va mal tourner. Mais on préfère, pour ne pas froisser les susceptibilités des uns et des autres, laisser son frère dans la maison en se disant, bon, c'est pas grave, il meurt peut-être avant son père, et les enfants se lèvent un jour et disent, mais c'était la maison de notre père, donc merci tonton de sortir. Comment éviter de mettre les enfants dans cette posture? Qu'est-ce qu'on peut faire
de son vivant, certes. Bon, enfin, moi, je n'aimais pas étudier parce que c'est le cœur de mon métier, parce que sinon, vous n'allez pas venir me voir. Il faut bien que je vive. Donc, mais globalement, les choses qu'on doit faire, c'est qu'il faut un testament, un testament clair. Et la deuxième des choses qu'on peut faire quand on est dans une situation très problématique, c'est les donations en deux. C'est-à-dire que quand on est vivant, on prévoit de faire donner telle ou telle chose à tel descendant. Et le testament, oui, hors testament. Et la troisième des choses qu'on peut faire également, comment dire, être très intéressante, c'est la SCI. C'est-à-dire que pour essayer d'organiser une gestion en commun des biens immobiliers parce qu'en fait, il y a les familles où malheureusement le revenu c'est surtout le bien immobilier. Donc on ne peut pas discriminer. Donc il faudrait mettre un gérant qui gère le patrimoine immobilier et qui en fait qui distribue en fait les exactement. Donc ça c'est des moyens, mais après il y en a d'autres. Là il faut voir. Avoir un bon avocat. Bien sûr. Alors, maintenant, on va passer côté entrepreneuriat. Ah oui, votre cabinet, oui, je suis dans l'entrepreneuriat et je pense que, voilà, mais, vous êtes compétente en la matière, en plus en droit des affaires pour pouvoir parler de cette question. Quels sont les aspects juridiques à prendre en compte quand on entreprend au Cameroun? En tout cas, il faut être capable de s'adapter. Je sais pas si c'est un aspect juridique parce qu'en fait, les choses qui ne fonctionnent pas ici au Cameroun comme à l'extérieur. Donc, il faut être déjà un peu plus patient. Et il faut comprendre qu'en fait, toutes les personnes n'ont pas le même niveau de compréhension des enjeux juridiques et de certains choix. Donc, en termes d'entrepreneuriat, je pense que la première des choses qu'il faut prendre en compte, c'est le contexte économique et juridique et judiciaire du Cameroun, ainsi que certaines sanctions sont en train de se mettre en place. Est-ce qu'il y a, ou bien quelles sont les conséquences de la non-conformité au Cameroun? Je pense qu'il faut se constituer correctement et choisir une structure juridique qui est appropriée en fait à nos, comment dire, à nos contingences. C'est-à-dire que le projet, l'argent qu'on a et notre présence sur le pays, parce qu'il y a des gens qui sont présents, il y a certaines personnes qui sont moins présentes. Et aussi si on a des associés, et si on est marié, et quel type de régime matrimonial on a. Donc il faut quand même se constituer parce que on reste un pays de droit. On est d'accord. Donc, ça veut dire que probablement, il y a une possibilité d'être toléré. C'est-à-dire que je travaille avec beaucoup d'entrepreneurs qui ont du mal, qui ne veulent pas se constituer tout de suite. Et je leur dis, en fait, c'est de plus en plus facile et ça risque de te rattraper. Donc, il y a la loi des choix qui essaye tous les tout le temps d'encadrer ces situations de non-droit. Donc, on peut ne pas être constitué, on peut ne pas avoir organisé ses affaires de manière conventionnelle correctement pour l'instant, mais ça finit par nous rattraper et on va payer très cher. Donc, le Cameroun est un pays de ça. Quand on décide de se lancer dans l'entrepreneuriat, il faut constituer un avocat, voir un notaire et essayer de tout faire correctement. C'est-à-dire tant au niveau de la structure juridique que voir avec les employés quel régime ils seront et avoir des contrats de travail valides. Donc, il faut bien faire le tour. Parce que ça nous protège. Parce que le jour où on, on découvre qu'on est dans le monde, ça coûte cher, ça coûte cher. Ouais, c'est un peu le sentiment que j'ai, c'est vrai que la non-conformité coûte beaucoup plus cher que ce qu'elle ne, enfin, que même peut-être que les lois vont prévoir parce que les administrations vont quelque part être contentes de nous taper sur les doigts et de montrer l'exemple dès qu'elles ont attrapé quelqu'un. Moi, c'est un peu le sentiment que j'ai. Il est un peu subjectif, mais c'est un sentiment global. Oui, il est bon. Voilà, bon, il est bon. Il est excellent parce que c'est ça. C'est-à-dire que il faut comprendre que quand il s'agit de taper, comment dire, sur les doigts, ça revient beaucoup plus cher de se mais comme et en termes de dommages et dommages, on a dit que c'est important. Donc, faut faire les choses comme il faut.
des conseils, mais ce serait vraiment de se constituer. C'est le premier conseil. Est-ce qu'il y en aurait d'autres en ligne de se constituer? En fait, c'est pragmatique ou, moi, je suis quelqu'un qui est de l'extérieur. Mais oui, pour quelqu'un qui est de l'extérieur, je pense que le premier conseil, c'est de faire quand même sa diligence. Peut-être que ça dépend, en fait, de combien de temps on est déconduit avec le Cameroun. Il faut se rassurer, comprendre le secteur dans lequel on peut entreprendre. Il faut être rassuré qu'on connaît des gens dignes de confiance dans le secteur dans lequel on veut entreprendre. Il faut se rassurer qu'on connaît le marché dans lequel on veut entreprendre. Et ensuite, il faut se rassurer comment dire, on a les moyens, en fait, de se développer à long terme. Donc, c'est quand même c'est quelque chose qui se prévoit, qui s'organise, et il faut être sûr. Encore une fois, je pense que c'est la question, des personnes de confiance qui revient. Et ça, c'est vraiment une question centrale. Oui, Cameroun, il faut savoir avec qui on collabore, quels sont nos partenaires, quels sont à tous les niveaux, hein, quels sont nos employés. Enfin, la question de la confiance est vraiment centrale dans notre travail. Ça, c'est vrai. Alors, la question qui fâche. Est-ce que, ouais, c'est utile de faire appel à un avocat de la main? Je m'explique. Ok. Partout dans le monde, la loi du plus fort règne. Oui. Parce qu'on a de l'argent, parce qu'on a un réseau, parce qu'on a de l'influence, on va pouvoir tirer un peu les ficelles à ce profit. Et justement, la balance de la justice est là pour rétablir et faire en sorte que la personne qui a moins d'influence, moins d'argent, moins de moyens, puisse faire entendre quand même sa voix et se faire protéger. Maintenant, euh, comment ça fonctionne vraiment? Est-ce que ce système est quand même assez, de mon point de vue, d'un mon point de vue comme ça, voilà, c'est très clair. Oui. Je trouve que ici, l'influence quand même pèse ok, judiciaire. Et je vais donner un exemple très personnel et très basique. Je contractualise avec un micro-entrepreneur au Cameroun. Nous avons un bras, disons, de 1 million. Et il ne respecte pas ce qui est prévu. Nous avons un contrat de vie, donc on a bien fait le travail, on a bien travaillé sur des paroles, on a quand même actualisé les choses. Maintenant, il ne respecte pas sa part de l'IRA. Si je vais voir un avocat, étant donné peut-être les lenteurs administratives que j'ai pu observer, et le coût, je vais me dire que 1 million, aller payer un avocat, peut-être 2 ans de procédure, mieux je cherche quelqu'un et en final, le plus fort qui aura été là, la personne qui m'aura lésé en tant que, c'est-à-dire qui n'aura pas respecté sa part du marché, partira gagnant parce que dans ce cas-là, c'est le plus fort. Et la question, c'est, comment on peut, en faisant appel à un avocat, rentrer dans des droits rapidement, sans souffrir des lenteurs administratives, et du coup, quand on est surtout sur des contrats qui sont, on ne sait pas vraiment si c'est rentable. Donc, aller faire un avocat. D'accord. Ouais, c'est beaucoup de choses et c'est beaucoup de questions très intéressantes. La première des choses que je vais dire, c'est par rapport à la première partie de votre question, c'est est-ce que le système judiciaire est un système valide et raisonnable au Cameroun? Quelqu'un m'a dit une fois que, mais vraiment, le métier d'avocat est un métier ingrat parce que comment dire, on, on supporte les méchants, on supporte l'oppresseur, et donc ça peut être un métier très ingrat. Et je lui ai dit que non, en fait, malheureusement, le monde veut que, pas seulement dans le système juridique camerounais ou africain, c'est que la loi du plus fort veut toujours. C'est-à-dire que dans un autre contexte, quelqu'un peut voler 100 000 francs, dans un autre 100 000 dollars, on dit 100 000 dollars, et il se retrouve 20 ans en prison et quelqu'un détourne 10 milliards, il fait des fêtes, il invite tout le monde et il est célébré. Donc, c'est pas seulement au Cameroun que la loi est forte, c'est dans le monde entier. Maintenant, ça veut pas dire qu'aucun système de justice n'est valide. C'est pour ça qu'il y a en fait des gens comme nous qui se battent pour rétablir l'équilibre de la justice. Mais il n'y a rien qui n'est parfait. C'est que si le système de judiciaire camerounais était
aussi pourri. Enfin, nous, on ne rentrait pas dedans, on ne se battrait pas tout de suite. Je peux vous dire qu'il y a des situations que j'ai gagnées, alors que forcément, j'avais pas l'argent ou bien comment dire, le pouvoir de mon côté. Ça ne veut pas, c'est pas parce que, en fait, c'est difficile que c'est impossible. C'est d'accord. Il faut toujours continuer à croire et à militer pour notre système judiciaire et juridique parce que c'est comme ça que les choses vont évoluer. Et nous, à l'intérieur, on lutte contre la corruption. C'est-à-dire, on lutte contre les situations inéquitables. Donc, ça ne veut pas dire qu'à chaque fois qu'on fait appel à un avocat dans un contexte judiciaire, on va forcément perdre. Non, il y a un espoir. C'est difficile comme partout ailleurs, mais c'est pas impossible. Et la deuxième des choses que je voulais dire, c'est que on voit l'avocat uniquement comme celui qui porte la mort. Mais l'avocat n'est pas celui qui porte la mort. Il y a l'avocat qui, qui est dans son bureau. Il y a l'avocat qui donne des conseils juridiques. Il y a l'avocat qui est médiateur. C'est-à-dire que si une situation, moi, je ne fais pas la promotion des actions liées à tout ça. Ça fait partie d'un de mes, comment dire, de mes principes. C'est-à-dire que quelqu'un va venir, il va me dire, oh, j'ai une affaire de 1,5 million, je vais porter ça en justice. Je vais dire qu'il y a des frais judiciaires, il y a des prendre aux Européens. C'est-à-dire que je suis là pour aider. Oui, tu me parles d'une affaire dont les enjeux financiers ne sont pas importants et que je vais rajouter, en fait, mes honoraires et les frais judiciaires. Mon objectif n'est pas de te plomber en tant qu'individu. Il faudrait que je t'aide à trouver une solution. À ce moment-là, je te propose une solution qui est, comment dire, très contentieuse. Parce que le contentieux n'est pas forcément la voie obligatoire. Le contentieux, c'est-à-dire que on envoie une lettre à ton débiteur, une lettre d'un avocat. Et une lettre d'un avocat, c'est pas 2 millions. Une lettre d'avocat. Et en général, quand on voit le papier en tête d'un avocat, donc, vous êtes mis en demeure de récupérer. À ce moment-là, les avocats peuvent se voir et discuter pour trouver une solution qui n'implique pas le contentieux, c'est-à-dire un processus judiciaire dont on ne corrigera pas l'issue, qui va nous faire perdre du temps et de l'argent. Donc, il ne faut pas toujours voir l'avocat. C'est vrai qu'il y a des avocats, tout de suite, ils pensent ok, bah, non. C'est-à-dire que si l'enjeu n'est pas évidemment important, on ne parle pas d'un enjeu énorme et tout, on peut le réduire en tout contentieux des avocats sur peine, on discute. Moi, il y a beaucoup d'affaires que j'ai comme ça. Et franchement, c'est beaucoup plus facile pour moi d'arriver, comment dire, les affaires comme ça. Parce que j'ai un côté qui est très pragmatique. Je suis là, je suis avocat pour aider. Mais c'est pas pour tirer les gens dans les procédures juridiques et judiciaires trop longues. Non, je suis là pour trouver des solutions aux problèmes. Donc, j'appelle le avocat, je trouve la solution, bien, j'appelle la personne, je lui dis, OK, trouvons une solution à ce problème. Bon, après, je vous facture, mais raisonnablement. Donc, en fait, l'issue, jusqu'à la première issue et vous conseiller, c'est la médiation. Totalement. C'est-à-dire que il y a beaucoup de disputes qui peuvent se régler de manière intensive. C'est-à-dire que il y a beaucoup de personnes qui se disent que les avocats sont trop chers, ça prend trop de temps, c'est malhonnête. Et oui, c'est vrai que ça fait et quand en fait, vous appelez votre avocat, vous lui expliquez la situation et moi, en tant qu'avocat, je vais évaluer, je vais dire, ça c'est une situation que je peux régler avec un courrier, un appel téléphonique. Ça vaut pas la peine qu'on commence ces procédures judiciaires et tout. Ça arrive très très souvent parce que je me mets à la place de quelqu'un qui n'a pas forcément les moyens, on n'est pas de même niveau. Voilà, que mais c'est pas pour ça en fait que quelqu'un ne va pas saisir ses droits parce qu'il n'est bien, parce que c'est des affaires. Et maintenant, il faut comprendre que quand on veut un avocat, ça coûte un certain montant. Donc, quand on décide de poursuivre les gens, il faut s'attendre à la séance. Et c'est pas forcément toujours la seule. Et est-ce que c'est des montants qui peuvent être payés au résultat, par exemple? Non, parce qu'en fait, je sais que les avocats n'aiment pas ça. Non, mais c'est parce qu'en fait, quand on a un procès serment, il faut comprendre qu'on a une obligation, de moyens, pas de résultats. Ça fait partie, en fait, le mandat qu'on a avec un avocat, c'est qu'il fasse le mieux qu'il puisse faire pour atteindre l'objectif. Et comme il arrive que certaines situations ne dépendent pas de nous, c'est-à-dire qu'il arrive aussi qu'il y ait deux visions, deux versions de la vérité. Il y a presque 23 versions de la vérité. Donc, mais ça change. Donc, peut-être que
C'est un métier ingrat parce que très souvent, il y a des gens qui ne sont pas satisfaits parce que De toute façon, il y aura toujours un insatisfait dans l'histoire. Ben oui, mais Perdant, exactement, l'obligation, en fait, du de l'avocat, c'est de faire tous les moyens, de prendre tous les moyens nécessaires pour atteindre ses objectifs. Voilà notre obligation. Si il est prouvé que l'avocat n'a pas fait son travail, c'est autre chose. Mais si l'avocat fait son travail et défend son dossier comme il le faut, comment dire, il a atteint cet objectif. Maintenant, les avocats peuvent décider de prendre des dossiers au résultat. Je peux voir une situation qui est totalement abracadabra. Et je décide de suivre en sachant que, par exemple, la personne poursuit quelqu'un pour 100 millions, pour 150 millions, mais il a raison, mais il n'a pas les meilleurs moyens de payer un avocat et il n'a pas les moyens de payer les frais de conciliation. Donc moi, je décide que je le poursuis, mais je sais que je vais gagner et je sais qu'à la fin, je vais me demander bien que je vais gagner. Mais ça, c'est le choix de l'avocat. Et ça peut être une proposition que voilà, j'ai une affaire, mais je sais qu'on va gagner et l'avocat aussi évalue le pourcentage de chance et ok, on y va. Maintenant, on va parler de votre pays. Combien de temps vous avez quitté le Canada, comme je disais précédemment? Vous avez quitté le Canada pour venir vous installer au Cameroun, il y a combien de temps? Oui, ça va faire 10 ans. Wow. Justement. Ah oui? Franchement, ça fera un an. Ouais, c'est vrai. Ah ouais, et pourquoi avoir fait ce choix? Et j'ai les meilleurs souvenirs de ma vie quand je grandissais. C'est-à-dire que mes parents sont débrouillés, que j'ai une belle vie, comme une des jeunes, comme une des opportunités. Donc, si tu veux être heureux, ça me parle. Et je me suis dit que je pourrais faire la même chose pour ma famille et pour mes enfants. C'est-à-dire que, enfin, on n'a pas grandi, les gens pourraient pas que t'as grandi. On est pas riche, mais on a grandi, les enfants sont nés, il y avait pas de voiture, ensuite il y avait la voiture, il y avait les vacances scolaires, il y avait la construction, l'achat de la première voiture, la construction de la maison. Et au final, 40 ans plus tard, les parents savent que ils ont investi dans le Cameroun, ils ont investi dans leur avenir et tout ça. Je ne pense pas que vivre pour soi-même soit un modèle de vie. C'est-à-dire que vivre pour apporter à la communauté, ça, c'est un modèle de vie. C'est-à-dire que voilà, je me suis construit et en me construisant, j'ai aidé X, Y, Z. Ça, pour moi, c'est un modèle de vie. Ça veut dire que, ok, je suis ailleurs, je viens gagner ma vie, mais je vais pouvoir tout seul. Ça s'épanouir. J'ai vraiment des très bons souvenirs de ma jeunesse. J'ai l'impression que peut-être que la vie le monde a un peu changé parce que j'ai l'impression que tout le monde aspire à la même chose. Mais à l'époque, il y avait des personnes qui se mettaient ensemble, qui rêvaient, en fait, de vivre, d'élever leurs enfants et mettaient tous leurs efforts dans ça et dans pour faire grandir, évoluer leur pays. Et je pense que c'est pour ça que je dois poursuivre le rêve. Oui, oui, tout à fait. C'est très beau. C'est aussi que je partage. C'est pour ça que je fais yoga, pour pouvoir aider la diaspora dans leur projet. Parce que il y a du rêve d'ailleurs. On est dans un pays, on est en étudiant, on rêve d'ici, on sait, on n'a pas forcément les moyens, les tiers de confiance dont j'ai parlé tout à l'heure. Et moi, je dis, et les autres à mener à bien notre projet. C'est un peu notre mission de partage. Il est pour le bonheur, on cherche le bonheur. Il faut arrêter d'aller au Canada. Mais bon, le Canada, c'est coté, ça. Aujourd'hui, dans les pays occidentaux, ça reste l'un des pays qui est pas trop controversé, qui est accueillant. Je trouve que le Canada, c'est, comment dire, c'est un entre-deux qui est efficace. C'est un entre-deux qui est efficace. Mais maintenant, c'est pas forcément le rêve. Parce que il y a, comment dire, l'épanouissement matériel, mais il y a l'épanouissement psychique, émotionnel et familial. Ça, c'est d'autres choses qu'il faut prendre en compte. Et le rêve, on peut dire, mais le rêve canadien, c'est c'est pas aussi accessible qu'on le fait croire. C'est-à-dire que moi, je pense que la vie est difficile partout. C'est-à-dire que la vie est difficile partout. Maintenant, ça, on se bat.
Mais c'est pas, comment dire, c'est pas un Eldorado. Quand tu arrives au Canada, tu n'arrives pas forcément changer, tu vas pas forcément être heureux et tout. Donc, mais je ne peux pas juger les personnes qui décident de partir, qui ont essayé, qui n'ont pas. Mais s'il y a moyen de revenir aussi et de faire quelque chose, ça me fait vraiment. Et je suis née au début, il y a 10 ans. Quelles étaient vos difficultés? Quels conseils vous pourriez me donner à moi qui viens d'arriver? Et qui rencontrent toutes les difficultés de l'intégration dans un nouveau pays. Donc, moi, je suis pas née, je suis pas linguistique. Donc, voilà, c'est simplement nouveau sur certains aspects. Oui, oui. Et je pas peut-être sur le référentiel de l'enfant, de la famille, etc. Est-ce que, qu'est-ce que vous diriez? En fait, ce que je dirais, ça revient à ce que j'ai dit un peu plus tard, si je devais faire quelque chose, c'est par rapport, en fait, à cette fondation. C'est-à-dire que les personnes qui sont fréquentes ont un effet important sur notre projet de vie et sur notre équilibre. Donc, je me dis que la première des choses, c'est essayer de bien sélectionner son entourage et les projets dans lesquels on s'investit avec son entourage, forcément, et aussi avoir une forme de résilience. C'est-à-dire que se dire que quand c'est pas pour nous, il faut être résilient, mais il faut travailler de manière acharnée sur les projets, comme si en fait c'était les plus grands pays du monde, en te disant que le jour où ils vont, ils vont porter leur fruit, on sera fiers de ça. Ça, est-ce que vous pourriez me parler un peu de Revenge Body? Donc, Revenge Body, c'est un projet, en fait, c'était une idée, c'était une idée qui a été développée parce que justement, enfin, il y a quelques années, j'ai vécu un peu, comment dire, le retour de manière un peu stressante. Parce que bon, j'avais mon idéal, la jeunesse, mais j'ai aussi la réalité. Il y avait une espèce il y avait une contradiction entre l'idéal et la réalité. Et je pense que j'ai commencé à me mettre un peu de pression, beaucoup de pression, et j'ai commencé à être un peu triste. Et au final, j'ai commencé à écrire des textes qui sont en lien, en fait, avec le bien-être, l'épanouissement des femmes. Et j'écrivais des textes, mais je ne savais pas qu'il y avait, en fait, un retour. Et une fois, j'ai voyagé jusqu'en France à un deuil, et j'ai vu quelqu'un, en fait, qui avait lu tous les textes. Et je me suis retournée sur la page, j'ai fait écrire une page, et j'ai vu les retours. J'avais une centaine de messages, en fait, de femmes, notamment qui me racontaient d'un problème que peut-être le fait que je suis avocate, ça a été un gros niveau du partage. Et elles me racontaient leurs problèmes. Et j'ai vu qu'il y avait la possibilité, en fait, de développer une réflexion sur le bien-être physique et moral et axé sur les femmes. Parce que les femmes en Afrique ont l'impression qu'elles doivent tout porter cela de tout. Et elles se négligent, en fait. Elles se négligent. Elles ont l'impression que c'est normal que une femme se néglige pour son mari, pour ses enfants, pour sa maison. Et alors que, en fait, c'est une manière de les aimer. Je pense que c'est exactement. Alors que c'est le contraire. Il faut essayer de pouvoir prendre soin de soi au niveau physique, émotionnel et psychologique pour pouvoir être une meilleure, en fait, que version de soi-même, être bien payée. Donc, je me suis rendu compte que voilà, et les personnes, en fait, à qui j'ai parlé ne savaient même pas quoi faire. Que prendre soin d'elles-mêmes. Elles ne savaient pas. Elles ne savaient pas. Donc, c'est un projet qui a eu plein euh, qui était très ambitieux. Donc, je continue dessus, mais c'était, parce qu'en fait, ça demandait beaucoup trop de temps pour entourer et développer. Mais ça reste un projet qui me tient à cœur. Parce que ça, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai voulu être avocate, comme j'ai dit, c'est pour aider les gens. Donc, en fait, en créant cette plateforme, j'ai eu beaucoup d'interactions positives qui m'ont montré, en fait, que juste l'échange, en fait, l'échange peut aider. Donc, c'est une plateforme d'échange dédiée aux femmes, oui, dédiée aux femmes, et aussi, en fait, il y a la possibilité, en fait, de trouver des gens prestataires, dépendant des problèmes qui sont mis en avant. En fait, c'est multiforme, mais le cœur est l'épanouissement de la femme.
D'accord. Et tout ce qui est lifestyle, c'est pour ouvrir son esprit. C'est-à-dire qu'une femme n'est pas juste, je fais le corps. C'est un peu plus que ça. Oui, c'est ça. C'est un peu plus que ça. Bah, sur cette belle notion, je vous remercie encore une fois d'avoir joué le jeu. Et je mettrai tous les liens en commentaire pour vous suivre, se constituer au besoin. Ça, c'est ce qu'on retiendra. Savoir bien s'entourer, aussi bien personnellement, professionnellement, dans l'immobilier, l'entrepreneuriat, ou même dans le retour au pays. Être toujours bien entouré, c'est vraiment le mot-clé, si je peux dire, de notre échange. Merci. À vous, Gaëlle.